Il serait possible de raconter longuement l'histoire de cette histoire. Mais, d'une part, je n'aime pas les introductions trop longues. Et d'autre part, il y a tellement d'informations à discuter qu'il convient de passer à l'essentiel. Remarquez cette photo. Que pouvez-vous observer? Elle montre 3 jumeaux, 3 garçons aux cheveux bouclés très similaires, vêtus de vêtements rayés identiques, qui semblent heureux. Tout dans cette phrase est vrai, sauf un détail. Ces personnes ne sont pas frères. Au moment où la photo a été prise, ils n'étaient que 3 étrangers presque identiques, vivant dans des familles et des villes différentes, n'ayant aucune idée les uns des autres. En résumé, voici comment cela s'est produit. Au début des années 80, aux États-Unis, un étudiant de 19 ans croise par hasard son double identique. Il s'avère bientôt que c'est son frère jumeau, dont l'existence était inconnue de tous depuis sa naissance. Cette histoire incroyable devient le sujet d'articles dans les journaux. L'article attire l'attention d'un étudiant d'été d'une autre ville, qui remarque la ressemblance frappante avec les protagonistes de l'actualité. Et voilà qu'il s'avère que nous n'avons pas 2, mais 3 jumeaux. Pendant presque 20 ans, depuis leur naissance, ni eux ni leurs parents n'avaient la moindre idée de l'existence des autres. Ils ne savaient absolument rien. À ce moment-là, l'incroyable histoire commence à peine à se dérouler. Bientôt, les frères. Rapidement, les frères sont confrontés à une dure vérité sur leur passé, qui va tout changer. Mais les rebondissements inattendus ne s'arrêtent pas là. Finalement, l'histoire de ces 3 inconnus deviendra le récit de chacun d'entre nous. Imaginez que vous croisez votre double dans la rue. C'est à la fois étrange et effrayant, ce qui provoque un certain inconfort, mais c'est aussi intriguant. D'un côté, vous voyez une personne qu'il est impossible de distinguer de vous-même, et de l'autre, elle est absolument unique. Ce type de scénario est largement utilisé dans la littérature et le cinéma. Et savez-vous pourquoi c'est ainsi? Le double représente une possibilité de plonger dans une réalité alternative. De temps en temps, chacun d'entre nous se pose des questions. Que se passerait-il si je n'étais pas né dans cette rue, dans cette ville? Que se passerait-il si je choisissais une autre école ou une autre université, si je prenais un autre emploi? Quelles seraient mes vies si j'avais d'autres amis et connaissances? L'année 1980 s'est révélée marquante pour l'URSS, avec les Jeux olympiques, l'éruption d'un volcan aux États-Unis, l'assassinat de John Lennon et le Zimbabwe qui a obtenu son indépendance. Pendant ce temps, Bobby Shafran, un étudiant de 19 ans, ne prêtait probablement pas attention à tout cela, car c'était sa première année dans un établissement d'enseignement. Un collège de 2 ans peu prestigieux, le Sullivan College, situé dans une petite ville près de New York. Le premier jour où Bobby est arrivé pour s'installer dans le dortoir, des choses étranges se sont produites. Des étudiants inconnus l'ont salué et lui ont demandé comment il avait passé son temps, comment il allait. Ces questions auraient pu être considérées comme une simple politesse, si ce n'était un détail. Presque un étudiant sur 2 l'appelait Eddie Shafran. La révélation est venue grâce à un camarade de classe qui étudiait avec ce mystérieux inconnu. Quelques heures plus tard, Bobby Shafran se retrouva sur le seuil de la maison d'Eddie Galland. Il vit des yeux identiques, des cheveux semblables et des gestes caractéristiques. On avait l'impression qu'il regardait son propre reflet. Ces 2 personnes étaient si semblables, bien qu'elles ne s'étaient jamais rencontrées auparavant. Il est vite devenu évident que Bobby et les jumeaux étaient nés le même jour, en 1961. Dans leur enfance,
Ils avaient été placés dans des familles différentes, et les parents n'avaient jamais caché qu'ils étaient adoptés. Cependant, personne ne se doutait que le garçon avait un frère jumeau. L'agence d'adoption n'avait pas divulgué cette information. Naturellement, cet événement a suscité l'intérêt de la presse. Il est d'abord apparu dans les journaux locaux, puis dans des publications plus importantes. En effet, la merveilleuse réunion des jumeaux après 20 ans ne pouvait laisser personne indifférent. À ce moment-là, l'histoire passe de l'étonnant à l'incroyable. Le New York Post, un tabloïd connu dont il est honteux de parler, mais qui est populaire parmi les lecteurs, est devenu l'endroit où les amis de David Kellman, 19 ans, ont découvert un article sur la merveilleuse réunion de 2 frères jumeaux après 20 ans. Cependant, les amis de David ont d'abord remarqué la photo. Elle montrait 2 personnes qui ressemblaient parfaitement à leur ami. De plus, les dates et années de naissance des protagonistes coïncidaient. C'est ainsi que l'on lit ce journal. Que s'est-il passé et qui sont ces personnes? Il s'est avéré qu'il n'y avait pas 2, mais 3 jumeaux séparés. Tous les 3 et leurs parents n'avaient jamais su l'existence les uns des autres. Ce qui était encore plus surprenant, c'est que ces hommes, qui n'avaient en aucune façon interagi entre eux, non seulement se ressemblaient extérieurement, mais possédaient également des traits de gestes, de mimiques et de démarches similaires. Après une brève conversation, ils ont découvert une autre caractéristique étonnante. La plupart de leurs intérêts et préférences étaient remarquablement similaires. Comment est-ce possible? Ce sont tout de même des frères jumeaux. Cela explique la ressemblance physique. Mais qu'en est-il du reste? Ils ont été séparés lorsqu'ils étaient encore des nourrissons. Comment ces personnes ont-elles pu se ressembler non seulement dans leurs gestes et mimiques, mais aussi dans leur passion de vie? Cette question devient particulièrement intéressante si l'on considère que leurs familles d'accueil sont complètement différentes. Le père adoptif, Daddy, était un médecin expérimenté, tandis que sa mère était avocate. Tous 2 avaient une bonne éducation et un revenu élevé, mais en raison de leur travail, ils ne pouvaient pas consacrer beaucoup de temps à l'éducation. Ses parents représentaient la classe moyenne américaine typique. Son père, professeur de collège, était un homme strict et attachait une grande importance à la discipline, y compris au sein de sa famille. La famille de David était plutôt ordinaire. Ses parents, des émigrants de la première vague, ne parlaient pas anglais comme langue maternelle. Ils possédaient un petit magasin. Contrairement aux autres, le père de David était une personne ouverte, aimante et optimiste. Lorsque les 3 jumeaux se sont rencontrés pour la première fois dans la cour, on avait l'impression qu'ils n'avaient jamais passé 20 ans dans des familles différentes. Leur ressemblance était si frappante qu'on aurait dit qu'ils avaient grandi ensemble tout ce temps. C'était à la fois étonnant et surréaliste. Dès le départ, il était évident qu'une histoire aussi inhabituelle pouvait se terminer aussi bien de manière merveilleuse que désastreuse. Étant donné qu'il s'agit de la vie réelle, attendez-vous à tous les résultats possibles. Au départ, tout semblait être un conte de fées. 3 jumeaux se retrouvent de manière inattendue après 20 ans de séparation. Ce n'est plus simplement une nouvelle pour les tabloïds. Une telle histoire attirerait l'attention des grandes chaînes de télévision. Les frères ont été invités aux émissions de télévision les plus célèbres du pays, où ils pouvaient se présenter à un large public. Bientôt, les jumeaux sont devenus populaires dans toute l'Amérique. Les frères étaient assis de la même manière, tenaient les microphones avec assurance et souriaient de façon similaire.
Pendant l'interview, il est devenu clair que, malgré leur ignorance l'un de l'autre, ils fumaient les mêmes cigarettes, écoutaient la même musique et préféraient les mêmes modèles de voitures. De plus, tous les trois avaient une attirance pour les femmes plus âgées. Comment se sont-ils retrouvés séparés et pourquoi, diable, étaient-ils si semblables? Bien que les jumeaux ne se soient jamais connus, ces questions ne les préoccupaient pas. Ils profitaient simplement de la gloire qui leur était tombée dessus, de manière inattendue. Que peut-on attendre de jeunes hommes de 19 ans, devenus soudainement célèbres à l'échelle nationale? Ils ont loué un appartement à New York pour 3 et passèrent leur temps à faire la fête entre les interviews et les talk-shows. Le trio a même eu le temps de tourner dans un épisode d'un film avec Madonna. Lorsque Wade a eu une appendicite, il s'est avéré qu'il n'avait pas d'assurance maladie. Sans assurance, une telle opération aux États-Unis pouvait coûter une somme considérable, allant jusqu'à des milliers de dollars. La solution s'est révélée simple et efficace. Eddie a subi l'opération en utilisant l'assurance de son frère, et personne à l'hôpital n'a soupçonné quoi que ce soit. En d'autres termes, les frères tiraient le meilleur parti de la vie, en profitant de tout ce qu'ils pouvaient. La situation préoccupait beaucoup les parents des jumeaux, qui cherchaient des réponses. Pourquoi les frères avaient-ils été séparés et pourquoi n'avait-on pas mentionné les autres lors de l'adoption? Ils ont contacté l'agence prestigieuse Louis Weiss Agency, par laquelle les 3 avaient été adoptés en 1961. En cherchant à éclaircir les détails, il est apparu que les jumeaux avaient été séparés à l'âge de 6 mois. Lorsqu'on leur a demandé la raison de cette séparation, les agents ont répondu qu'il était plus facile de trouver des parents adoptifs de cette manière, car il y avait peu de personnes prêtes à adopter 3 enfants en même temps. Les parents adoptifs se souvenaient de la façon dont leurs fils, lorsqu'ils étaient arrivés chez eux, frappaient leur tête contre les barreaux des lits d'enfants et pleuraient. Était-ce lié à un sentiment de séparation? C'est tout à fait probable, surtout compte tenu de ce qui sera révélé plus tard. Au début des années 80, les familles ont décidé de poursuivre l'agence d'adoption en justice. Cependant, les avocats ont refusé de prendre l'affaire, probablement en raison des faibles chances de succès, car la séparation des adoptions ne contenait rien d'illégal. Néanmoins, les parents étaient convaincus que Louis, Weiss et Ed Jesse avaient des protecteurs influents qui retardèrent l'affaire. On pourrait supposer que l'émergence d'une telle théorie du complot chez les parents n'était que le résultat de leur impuissance et du manque d'informations. Cela restera flou pendant longtemps, jusqu'aux années 90, lorsque pendant 15 ans, une terrible vérité émergera, difficile à croire. Notre histoire, qui semblait auparavant incroyable, prendra un tournant fou lorsque les jumeaux découvriront qu'ils ont été les participants d'une expérience secrète. Au début des années 90, un journaliste du New Yorker a commencé à travailler sur un article approfondi concernant des jumeaux séparés dans le cadre de ses recherches. Au cours de son enquête, le journaliste a découvert des informations sur une expérience secrète, dans le cadre de laquelle les jumeaux étaient séparés presque immédiatement après leur naissance et envoyés dans différentes familles. Toutes les adoptions étaient réalisées par la même agence new-yorkaise, Louis Weiss Agency. Le journaliste a contacté les jumeaux et a partagé sa découverte. Les frères ont commencé à se souvenir de certaines personnes qui venaient chez eux durant leur enfance et leur adolescence. Ils réalisaient divers tests, posaient des questions, évaluaient la coordination, l'intelligence et d'autres aspects du développement personnel, le tout étant filmé.
On expliquait cela aux parents comme une procédure standard. Les employés de l'agence d'adoption évaluaient prétendument les conditions de vie des enfants et surveillaient leurs capacités physiques et mentales. Personne n'a jamais dit que, à 100 km dans d'autres villes, vivaient 2 autres frères jumeaux et que c'était une expérience de grande envergure. Cela rappelle une émission de télévision où le protagoniste fait face à des mésaventures et parfois à des situations absurdes, et à la fin, un retournement inattendu se produit. Ainsi, l'histoire des 3 jumeaux de New York a commencé à ressembler à l'intrigue d'une émission de télévision, mais avec une nuance de réalité alternative. À la fin, personne n'est sorti avec des fleurs pour féliciter les participants pour leur achèvement. Les frères n'avaient aucune idée du début et de la fin des recherches, de leurs objectifs et de leurs résultats. Au milieu des années 90, ils n'ont réalisé qu'une seule chose. Ils avaient passé la majeure partie de leur vie en tant que sujet d'expérimentation. Cette situation leur était extrêmement désagréable. Au cours de son enquête, le journaliste du New Yorker a découvert plusieurs autres participants, involontaires à l'expérience, tous unis par le fait d'être des jumeaux monozygotes. L'étude a commencé au début des années 60, lorsque les jumeaux étaient activement donnés en adoption à différentes familles. L'initiateur et responsable du projet était Peter Neubauer, un psychiatre renommé et l'un des principaux spécialistes du pays à l'époque. Neubauer était un émigrant juif d'Autriche, ayant survécu à l'Holocauste, ce qui conférait à l'expérience sur les jumeaux des éléments de noirceur ironique. L'objectif de l'étude était de tenter de répondre à l'une des questions fondamentales de l'existence. Qu'est-ce qui nous définit, la nature ou l'éducation? Les gènes façonnent-ils l'individu ou est-ce l'environnement? Cela signifie que si, dès leur jeune âge, ces enfants sont placés dans différentes familles et observés tout au long de leur vie, les différences observées en matière d'intelligence, d'éducation, de caractère et de réalisation personnelle deviendront des témoignages de l'influence de la famille, de l'éducation et de l'environnement sur une personne avec des gènes spécifiques. Peut-on changer sa vie? Ou bien les gènes déterminent-ils dès le départ nos possibilités et nos limites? Pourquoi chacun de nous est-il devenu ce qu'il est? Cela suscite vraiment l'intérêt. Il ne s'agit pas ici de séminaires sur le développement personnel qui affirment que vous pouvez tout accomplir. C'est une science sérieuse, avec des nuances morales. Pourquoi cela se produit-il? Les résultats d'une telle étude peuvent avoir un impact significatif sur la vie de chacun. Pour que l'expérience soit la plus efficace possible, il est essentiel de sélectionner soigneusement les familles qui accueillent les jumeaux. J'ai mentionné que les parents de nos protagonistes proviennent de différents milieux socio-économiques, mais il est également important que leur qualité personnelle et leur style d'éducation diffèrent considérablement. Cela devient clair dans un cas, lorsque les parents ont déjà un enfant. C'est précisément ce type de famille que recherchèrent les auteurs de l'étude. C'est pourquoi chacun de nos protagonistes avait une sœur aînée qui était dans tous les cas âgée de 2 ans de plus. Ainsi, dans l'expérience de Vore, les sujets n'étaient pas seulement les jumeaux, mais aussi leurs parents. Les résultats de l'étude au milieu des années 90 ont intéressé les frères eux-mêmes. Cela est dû au fait qu'après un certain temps suivant leur retrouvaille tant attendue, ils ont retrouvé leur mère biologique. Même avant l'apparition de Google et des tests ADN, cette tâche n'était pas trop complexe.
Il est très probable que leur mère biologique venait également de cette ville. Même dans une grande métropole comme New York, il n'y a pas tant de cas de naissance de 3 jumeaux identiques le même jour. Il suffisait de trouver où étaient conservés les dossiers des maternités. Et cet endroit était la bibliothèque de New York. Les frères ont rencontré leur mère biologique et ont appris l'histoire de leur naissance, qui s'est révélée plutôt ordinaire. Une grossesse accidentelle, survenue après une soirée de bal de fin d'année, après quoi la mère a décidé de donner les enfants à l'adoption. Après une seule rencontre dans les années 80, leur communication avec elle a cessé. Ils avaient déjà des parents et ne ressentaient pas de lien avec cette femme aléatoire de leur passé. Cependant, les informations sur l'expérience de Newborn rendaient la situation avec la mère biologique étonnamment intéressante. Lorsque les jumeaux se sont retrouvés après 20 ans de séparation, ils n'ont presque pas remarqué de différence physique ou psychologique, malgré le fait qu'ils aient été élevés dans des familles complètement différentes. Cela signifie-t-il que les gènes déterminent tout et que nos idées sur l'éducation, le libre arbitre et le développement personnel ne sont que des expériences sans signification dans l'éternité? Pourquoi les résultats de l'expérience de Newborn n'ont-ils pas seulement été publiés, mais restent-ils également classés jusqu'en 2066? Que s'est-il donc passé? Nous entamons maintenant, sans aucun doute, la partie la plus captivante de la vidéo. Parlons des résultats de l'expérience qui concernent chacun d'entre nous. A-t-on vraiment un sens à aspirer à quelque chose, à faire des efforts et à se développer? Ou sommes-nous complètement dépendants de nos gènes, notre destin étant déjà prédéterminé? Spoiler, les résultats peuvent être décevants, mais examinons tout cela dans l'ordre. Bien que les recherches de Newborn restent encore classées, nous pouvons nous faire une idée approximative des résultats. Tout d'abord, en plus des 3 frères, il existe des informations sur d'autres participants à l'expérience. Ensuite, d'autres études ont également été menées. Ensuite, d'autres expériences ont été menées avec des jumeaux identiques, bien qu'elles aient été beaucoup plus éthiques que les recherches de Newborn. Elles souffrent d'une précision moindre des résultats. Les scientifiques ont étudié des familles déjà existantes, où les jumeaux avaient été séparés pour diverses raisons, mais cela limitait la possibilité de choisir les parents et le statut social, et ne commençait pas toujours l'observation dès l'âge infantile. Néanmoins, compte tenu de l'existence de plusieurs études similaires, nous pouvons comparer leurs résultats et établir des moyennes. Il est important de noter que toutes les recherches que nous examinerons concernent des jumeaux identiques ou monozygotes, des personnes ayant un génome absolument identique. C'est un phénomène assez rare, semblable à une farce divine. De tels cas se produisent seulement dans 3 naissances sur 1000. C'est pourquoi les conclusions de ces études sont si précieuses et fascinantes. Examinons un autre exemple de l'expérience de Newborn. Cette fois, il s'agit de 2 jumelles, Amy et Bess, qui ont été séparées dans leur enfance et ont été observées pendant près de 2 décennies, élevées dans une famille d'accueil. La mère adoptive d'Amy n'était pas le meilleur modèle à suivre. Elle était peu sûre d'elle, manquait de compréhension et d'empathie. Dans leur famille, l'accent était mis sur les valeurs traditionnelles, la discipline et les succès scolaires. La mère de Bess, en revanche, était mince, positive et attentionnée, toujours prête à soutenir sa fille. Dans sa famille, la jeune fille ne faisait pas face à des critiques pour ses échecs et recevait beaucoup d'attention. Quel résultat obtenons-nous finalement? Complètement opposé.
la diversité des familles, des parents et, surtout, des approches éducatives auraient dû conduire à des résultats différents. Cependant, Amy n'a pas eu de chance. Elle a commencé à développer des problèmes psychologiques dès son jeune âge. Elle souffrait d'ongles rongés, de larmes constantes, de cauchemars nocturnes, de nombreuses peurs, de maladies imaginaires et d'amis imaginaires. Cela devient compréhensible, compte tenu des conditions de son éducation. Que les scientifiques ont-ils remarqué dans le cas de sa sœur biologique, Bess? Étonnamment, les résultats se sont révélés similaires. Bien qu'il y ait eu quelques différences mineures, dans l'ensemble, ce étaient les mêmes personnalités avec. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a 5 minutes, je pouvais attribuer tous mes problèmes psychologiques à mes parents et à leur éducation. Et maintenant, je ne le peux plus. Cela signifie que tout l'argent dépensé en psychothérapie a été jeté par les fenêtres? Malheureusement, ce n'est pas tout. Les recherches et les expériences sur les êtres humains oscillent toujours entre la morale et la science. Lorsqu'il s'agit d'expériences de sélection, cette frontière est franchie. Dans l'histoire, il y a eu des tentatives de ce type et les résultats n'ont rien apporté de bon. Cependant, nous avons des rats à notre disposition. Dans les laboratoires, les scientifiques ont mené diverses expériences avec eux, dont certaines concernaient la sélection. L'idée était que les rats réussissant les tests dans le labyrinthe étaient placés dans une cage avec des individus tout aussi doués, tandis que ceux ayant de faibles résultats étaient mis dans une autre cage. À chaque nouvelle génération, les rongeurs d'un groupe devenaient de plus en plus intelligents, tandis que ceux de l'autre groupe, au contraire, devenaient de plus en plus stupides. Entendez-vous? Au loin, quelque chose se brise avec fracas. Oui, cela incarne notre perception du monde. Cependant, ne paniquons pas et mettons de côté l'expérience immorale de Neubauer. Après tout, les rats ne sont pas des humains. Portons notre attention sur d'autres études sur les jumeaux. Heureusement, depuis les années 80, de nombreuses recherches de ce type ont été menées dans différents pays, y compris les États-Unis, l'Australie et la Suède. Nous espérons que les résultats de ces travaux nous aideront à mieux comprendre le libre arbitre, le développement personnel et les possibilités illimitées. Oui, tu as la possibilité de devenir ce que tu veux, indépendamment de tes origines. Il suffit de travailler dur et de rêver. Rêver est sans doute la seule chose qui nous reste. La plupart des études montrent des résultats similaires. Des personnes ayant un ensemble identique de gènes, élevées dans des familles, des groupes sociaux et même des pays différents, conservent en grande partie leurs traits fondamentaux. Je ne parle pas seulement de l'apparence, des gestes et des expressions faciales, mais aussi des aspects psychologiques, des intérêts, des valeurs et même des faits éducatifs. Accorder de l'attention aux résultats des recherches. Notez que, selon les recherches, des personnes totalement étrangères les unes aux autres, mais partageant le même ensemble de gènes, présentent des caractéristiques similaires, telles que des habitudes de tabagisme, la présence d'insomnie, l'âge au moment du mariage et du divorce, le choix de la profession et des loisirs, ainsi que des tendances suicidaires. Même leur consommation de café et leurs opinions politiques ont beaucoup en commun. Nous examinons les rêves, les ambitions et les possibilités. Qu'est-ce qui nous distingue? Les gènes? Réfléchissons-y sérieusement. Comment est-ce possible? Les caractéristiques physiques sont plus ou moins claires. Prenons un exemple frappant, la taille. Si un enfant a des parents grands, il est probable qu'il grandisse également grand,
à moins qu'il ne se produise des événements graves, comme la famine. Mais pour chacun, c'est différent. Les gènes peuvent transmettre à la fois des valeurs libérales et une passion pour le ski. Alors, comment vivre si les gènes ont déjà tout déterminé pour nous? L'histoire des 3 jumeaux s'est révélée assez révélatrice, peut-être même excessivement profonde. Y a-t-il une chance que la famille, l'éducation et le développement personnel jouent un rôle? Pour le découvrir. Pour répondre à cette question, revenons à l'histoire avec laquelle nous avons commencé aujourd'hui, les 3 jumeaux des années 60. Les faits de leur biographie révèlent beaucoup d'éléments intéressants. Au début des années 80, lorsque les frères donnaient régulièrement des interviews et participaient à des émissions de télévision, tout le monde remarquait leur incroyable ressemblance. Bien qu'ils jouaient un peu sur scène, cela ne masquait pas le fait qu'ils étaient réellement similaires, et peu de gens y prêtaient attention à l'époque. Cependant, il existait une différence significative entre eux, leurs épouses. Bien que tous les jumeaux se soient mariés à peu près au même moment dans les années 80, leurs conjointes étaient complètement différentes. Les épouses de Bobby, David et Eddie avaient des apparences complètement différentes. Dire qu'elles ne se ressemblaient pas serait sous-estimer les différences. De plus, chacune des femmes ressentait avec assurance l'individualité de leur mari et considérait son époux comme le plus remarquable parmi les frères. Sur la vague de leur popularité, les jumeaux prirent la décision d'ouvrir un restaurant. Le restaurant s'appelait Triplex et a rapidement gagné en popularité, notamment auprès des touristes. Cependant, une entreprise commune est différente des interviews et des émissions de télévision. Elle nécessite beaucoup d'efforts et les conflits deviennent inévitables. Des désaccords surgissent en raison de différences de points de vue, de philosophie de vie et de caractère. C'est exactement ce qui est arrivé aux jumeaux, qui à première vue semblaient très similaires. D'abord, David quitta le business. C'était un cas où l'expérience commune de la croissance aurait pu aider à résoudre la situation. L'apprentissage de la compréhension de l'opinion d'un proche, la capacité à faire des compromis et à interagir, tout cela faisait défaut aux frères. Cette différence s'est révélée, loin d'être la seule. En 2018, un documentaire sur les frères a été réalisé, mais seuls 2 d'entre eux ont participé au projet. Il s'est avéré qu'Eddie s'était suicidé dans les années 90, et après cette tragédie, la famille a commencé à se remémorer ses qualités exceptionnelles. Ainsi, les résultats de l'étude que nous avons mentionnée précédemment indiquent que des difficultés similaires peuvent survenir chez tous les jumeaux. Cela est d'autant plus remarquable compte tenu du fait que lors de leur unique rencontre avec leur mère, ils ont remarqué un comportement inhabituel de sa part. Pourquoi la tragédie n'a-t-elle touché qu'un seul des frères? Cela révèle l'espoir que les gènes ne déterminent pas tout. Tous les frères, y compris Eddie, possédaient une nature créative et une sensibilité artistique, ce qui leur permettait de se sentir à l'aise lors de différents spectacles et interviews. Cependant, la seule famille où les qualités créatives n'étaient pas valorisées était celle d'Eddie. Son père, professeur de collège, se distinguait par une stricte adhésion à la discipline. Eddie avouait qu'il s'était senti comme un étranger pendant la majeure partie de sa vie. On ne sait pas si cela a été la principale raison du suicide de l'un des frères, mais cette hypothèse correspond aux résultats des recherches que nous n'avons pas encore examinées. Dans la famille d'Eddie, les talents créatifs n'étaient pas valorisés. Ils ont analysé les différences observées chez des personnes
ayant des gènes entièrement identiques. En particulier, chez les jumeaux identiques, des différences ont parfois été constatées, même au niveau biologique. Certains d'entre eux étaient plus identiques les uns aux autres que d'autres. Certains avaient de graves maladies héréditaires, d'autres non. L'un pouvait être droitier, l'autre gaucher, et les cheveux pouvaient être bouclés différemment. Dans une étude menée sur 500 paires de jumeaux identiques, diagnostiqués avec un cancer de la peau, la maladie n'a été détectée chez les deux frères que dans 10 cas. De plus, si l'un des jumeaux avait la peau claire, l'autre l'avait également, ce qui augmente considérablement le risque de développer un mélanome. Cela indique que l'environnement et les actions personnelles jouent un rôle important, même au niveau biologique. De plus, certaines études sur les jumeaux identiques ont révélé l'influence de l'éducation sur l'avenir de l'enfant, bien qu'en réalité, elle se soit avérée moins significative que ce que l'on pourrait supposer. Par exemple, un fait intéressant est qu'il n'y a presque aucune différence entre les parents hyperprotecteurs et les parents ordinaires en ce qui concerne leur influence sur l'avenir de l'enfant. Cependant, notons un point positif. L'éducation a tout de même un impact, et cela est réjouissant. Enfin, nos héros peuvent servir de dernier argument. Remarquez leur apparence il y a seulement quelques années. À 60 ans, ils ont des apparences très différentes. On peut encore les appeler frères, mais ils ne sont plus des jumeaux identiques. De plus, l'un d'eux, malheureusement, n'a pas survécu jusqu'à ce moment. En préparant la vidéo, le film vole au-dessus d'un nid de coucou m'est revenu en mémoire, dont l'action se déroule dans un hôpital psychiatrique fermé. Imaginez que nous sommes tous des patients de cet hôpital et que ces bâtiments représentent nos gènes. Dans le film, certains personnages cherchent à s'échapper. Une scène mémorable est celle où le protagoniste essaie de soulever un lourd support dans la douche, mais il n'y parvient pas. Hôpital psychiatrique situé en isolement. Il n'y parvient pas, et à la fin de la scène, il prononce la célèbre phrase « Mais j'ai au moins essayé ». Le film se termine par un autre personnage qui parvient à arracher la structure, brise une fenêtre avec et s'échappe. Oui, nos gènes ont une influence significative sur notre vie, probablement plus que nous ne le souhaiterions. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons cesser nos efforts.